Dimanche 16 mars, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver. Sans plus attendre, le sommaire de cette édition. Le chantier naval de Rayatea connaît un développement sans précédent. La zone est devenue une véritable plateforme dédiée aux embarcations, conséquence de l'essor du secteur maritime et de la demande croissante en services spécialisés. Nous verrons comment les acteurs locaux se sont adaptés à cette évolution. Avis aux jeunes mamans également dans ce journal. Si vous le pouvez, faites don de votre lait maternel. Le lactarium du CHPF en manque cruellement. Il appelle à votre générosité pour les besoins vitaux des bébés prématurés. Nous sommes rendus dans le service de néonatologie. Nous entendrons également le témoignage d'une famille dans la détresse alors que leur fils est atteint d'une insuffisance rénale grave. Ce dernier n'a plus la force de se battre et pourtant une lueur d'espoir se dessine dans son combat contre la maladie. Un témoignage à voir dans un instant. Enfin, Oriano Tefong nous rejoindra sur ce plateau pour le journal des sports. Nous ferons un tour d'horizon des événements sportifs de la semaine. On s'intéresse donc ce soir au chantier naval de Rayatea. Sur place, l'activité connaît donc un développement sans précédent. En cause, l'essor du secteur maritime en Polynésie, mais aussi la demande croissante en services spécialisés, à tel point que la zone s'est progressivement transformée en un véritable hub dédié aux embarcations de toute taille. Une mutation qui répond aux besoins d'une clientèle toujours plus exigeante, en quête de services performants et adaptés. Alors quels sont les moteurs de cette transformation? Comment les acteurs locaux se sont-ils adaptés à cette évolution? Les réponses, c'est avec Ronnie Moffat. Plaisance, tourisme nautique, pêche ou encore transport maritime sur une île, la plupart des activités économiques sont tournées vers la mer, la construction navale à le vent en poupe. Véritable hub maritime de l'île où Touréré accueille de nombreuses installations de maintenance comme ceux de Rayatea Carénage Service. Le secteur de la construction navale est en constante évolution de par l'accroissement du marché. Il y a une demande qui croît dans le sens où la fréquentation des raromatei avec notamment les navires de croisière qui augmente cette année et en prévision l'année prochaine. Donc effectivement, il y a une grosse évolution du secteur. La hausse de la fréquentation, la société Marinalu l'a bien ressenti également. Spécialiste reconnue de la construction des célèbres potimarara en aluminium, elle a dû se diversifier, notamment sur le terrain de la construction métallique et du bâtiment. On a deux secteurs d'activité, donc la construction navale avec la construction de potimarara en aluminium, de bateaux de plaisance, du nuc, et aussi des grosses navettes passagers, par exemple, jusqu'à 12 mètres. Et on a un secteur BTP, tout ce qui est ouvrage en béton et tout. Pour enrichir son offre et répondre à la demande, la société a ouvert un nouveau département avec des technologies plus pointues. Les moteurs aujourd'hui, comme je disais, sont une technologie très avancée. On ne peut plus faire l'entretien comme on faisait autrefois avec les moyens du bord. Ça demande une vraie compétence technique, une formation au part de la firme Yamaha, quoi. Nous sommes aussi les inventeurs, si on peut dire comme ça, d'un nouveau système Potimarara hydraulique avec notre partenaire Lecombe Schmitz, avec qui on a développé cette direction manche à balai, et sur lequel on pourra mettre des pilotes automatiques intégrés dessus. On pourra faire de la bimotorisation avec ce nouveau système. Face à l'augmentation de l'activité au chantier naval de Rayatea, le recrutement local progresse également, contribuant ainsi au développement économique de l'île. On revient à Tahiti et plus précisément au Sacré-Cœur de Taravao à la découverte d'un dispositif unique. Il se nomme Ulysse Pro et permet d'accompagner les élèves en situation de handicap dans la poursuite de leurs études en leur offrant la possibilité d'obtenir un CAP, un dispositif adapté qui fait ses preuves, comme l'a constaté Ndieb. S'exprimer devant un public reste difficile pour Ludovic, mais lorsqu'il est en atelier de maçonnerie, il se donne à fond. Son investissement et ses progrès sont visibles. Depuis son intégration dans le dispositif Ulysse Pro, il a fait des avancées remarquables et sa mère, pleine de fierté, témoigne de son parcours. Maintenant, Ludovic est très épanoui.
et on le considère comme un enfant ordinaire, avec lui permettre de lui donner aussi des responsabilités, des tâches ménagères et quotidiennes. C'est une base de toute façon de l'éducation à la maison avec les parents, ensuite qui va faire suivre son cours pour son avenir. Une belle réussite qui prouve l'importance de l'accompagnement adapté. Pouerava, en charge de cette classe de 6 élèves en situation de handicap, nous explique l'importance de cette structure. Par exemple, j'ai un élève qui est arrivé en CAP cuisine première année, qui ne savait pas lire, et donc qui m'a dit « Madame, j'aimerais bien rester un peu plus de temps dans ta classe pour apprendre à lire ». Donc il s'agit de leur faire acquérir des compétences professionnelles. Il n'y a pas d'examen, c'est uniquement, on évalue les compétences qui ont été acquises durant les 2 ou 3 années de formation. Et pendant les stages également, ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel. Les élèves se retrouvent 10 heures par semaine dans leur salle de regroupement où des technologies et des méthodes pédagogiques adaptées les aident à développer leur autonomie. Cette approche inclusive réduit la barrière de l'apprentissage et leur permet de renforcer leur confiance en eux tout en les préparant à la vie professionnelle. Donc on travaille principalement le français et les mathématiques et nous mettons en place une pédagogie différenciée. Donc je peux avoir les 5 élèves en même temps, mais je vais procéder de manière différente avec les 5 élèves. Quand ils sont en CAP cuisine, par exemple, ou en CAP maçonnerie, je les accompagne tout au long de leur formation, soit sur 2 ans, soit sur 3 ans. Ça dépend en fait, on est vraiment dans de la pédagogie différenciée. À l'issue de cette formation, les élèves obtiennent une attestation de compétences et pour ceux qui passent le CAP, la possibilité d'intégrer le marché du travail. Ce dispositif répond à un besoin réel puisque selon un communiqué de la présidence de la Polynésie française, près de 17 000 personnes sont en situation de handicap, soit environ 6% de la population locale. Une belle initiative pour favoriser l'inclusion et offrir à ces jeunes un avenir professionnel plus serein. Avis maintenant à toutes les jeunes mamans qui le peuvent, bien sûr. Le lactarium du CHPF fait face à un manque important de lait maternel. Sa consommation est vitale pour les bébés prématurés. Le service de néonatologie du CHPF lance donc un appel aux dons, comme nous l'explique Nicolas Pérez. C'est une course contre la montre qui se joue actuellement au service néonatologie de l'hôpital du Taonais. Les réserves de lait maternel s'épuisent et impactent la prise en charge des grands prématurés. On a eu beaucoup de naissances de grands bébés prématurés avec des petits poids donc, qui ont eu besoin pendant très longtemps de lait et donc du coup qui ont épuisé dans les réserves qu'on avait à ce moment-là. Et c'est pour ça que là il faut remplir les réserves pour pouvoir accueillir les prochains grands bébés prématurés à naître. Le lactarium du CHPF souhaite ainsi mobiliser les jeunes mamans. Des mamans donneuses qui doivent néanmoins répondre à certains critères. Déjà, il faut avoir suffisamment de lait pour son propre bébé. Ça, je dirais, on ne met pas en péril sa lactation et son bébé. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas se droguer. Et puis, il ne faut pas avoir reçu de transfusion sanguine pour sa propre santé. Ces prématurés qui naissent parfois avec 15 semaines d'avance ont des besoins quotidiens précis et réguliers. Les laborantines se chargent de confectionner ces repas. On fait une préparation sur 24 heures, 8 préparations. Donc toutes les 3 heures, ils ont besoin de manger en fait. Donc du coup, on fait les préparations. Ouais. Un rythme accru qui pousse le personnel médical à utiliser du lait artificiel pour combler certains estomacs. On a fait des choix pour justement, s'il y a des naissances de grands prématurés, qui eux doivent recevoir 100% de lait maternel, que chaque bébé ait les mêmes chances de début dans la vie. Le lactarium demande un minimum de 300 ml de lait maternel par maman, tandis que les besoins quotidiens de l'hôpital sont d'environ 1 litre par jour. Et si vous souhaitez faire un don ou obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter le lactarium du CHPF au 40 48 58 19. Vous le voyez, le numéro s'affiche en bas de votre écran.
Faire un don pour sauver une vie, c'est ce que souhaite une mère de famille. Elle a écrit son désespoir sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Son fils, atteint d'une insuffisance rénale grave, n'a plus la force de se battre contre la maladie. Pourtant, une lueur d'espoir se présente à lui, celui de recevoir un don de rein de sa mère. Elle a été déclarée apte il y a quelques mois. Thomas Chabrol, Jeanne Tinoroa. En ce moment, je suis assez dépressif aussi. Je suis déçu aussi d'un côté de parce que je devais aller pour le RSMA. Moi, je voulais voir d'abord le RSMA pour voir un peu la vie militaire, un peu, avant de pouvoir m'engager. Après, j'ai appris que je devais être dialysé. Moi, déjà, je n'étais pas prêt mentalement. C'est un coup de massue qui lui a fait perdre ses rêves et ses ambitions de carrière. À 22 ans, Matoreï, jeune père de famille, ne trouve plus la force mentale et la persévérance pour lutter contre la maladie. Kai et Tavita, ses parents, ont choisi de témoigner pour sensibiliser la population, car cette maladie chronique menace l'équilibre familial et la vie de leur enfant. Qu'ils me disent « Maman, j'arrête la dialyse, je veux tout arrêter, je suis fatiguée ». C'est lourd d'entendre ça. Et il nous entend, on communique énormément. On est une famille très amour. On se soutient tous mutuellement, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver le petit déclic, cette petite clé justement pour pouvoir aider notre fils au mieux. Malgré les mots de soutien et les encouragements, les parents de Matoreï se sentent démunis face à l'état psychologique de leur fils. Pourtant, une bonne nouvelle vient redonner de l'espoir dans ce foyer qui voit parfois l'étincelle s'éteindre. Après plusieurs analyses, Kai, la maman de Matoreï, est finalement compatible pour un don d'organes. Tu pourras faire le tour du monde après. Rejoindre ton frère en France, travailler en France, toi qui veux aller vivre là-bas. Non, ne te démoralise pas, je sais que c'est pas facile, parce que c'est pas du tout ce que je vis. C'est pas moi qui suis malade. Mais moi, je suis donneur d'organes, justement pour te transmettre cet organe-là, justement pour te sauver la vie, chérie. D'accord ? Ouais. Matoreï n'a pas d'autre choix que de reprendre la dialyse et envisager ensuite la greffe. Mais face à ses émotions, le jeune homme doute encore. En même temps, j'ai peur de devoir me greffer, de bien suivre les médicaments. Mais au final, après, on me dit que ça ne fonctionne plus en fait. Matoreï est à un stade terminal de la maladie. Ses reins ne fonctionnent plus qu'à 15% de leur capacité. Son père vit dans l'angoisse. Je crois en mon foyer, je crois en mes garçons, je crois en Dieu. Mais je ne vais pas mentir que à chaque fin de journée, je ferme la porte de ma chambre, je pleure. Sans traitement, Matoreï risque sa vie. Des complications sévères peuvent apparaître d'ici peu. Ses proches et sa famille misent sur leur amour pour le sauver. Et voilà pour ce témoignage poignant. Vous l'avez deviné, c'est le moment de parler sport dans cette édition. Oriano Tefou nous a rejoint. Et Orana, je suis ravi de vous rejoindre ici. Et comme chaque dimanche, on a compilé le meilleur de l'information sportive de ce week-end. Et c'est tout de suite. Et on débute avec du VTT. Oriano, la 3e journée du championnat de Tahiti s'est déroulée ce matin. Et oui, 50 VTT se sont donné rendez-vous sur l'ancien terrain militaire du RSMA à Mahina, une course ouverte au public sur un circuit aménagé. Un circuit avec son lot d'obstacles et de boue qui a donné du fil à retordre aux compétiteurs. Voyez les temps forts dans ce reportage. Top départ, les compétiteurs doivent rouler pendant 1 heure, mais attention, la pluie tombée avant la course a rendu la piste boueuse et glissante. Dans les tournants, les virages, les racines avec des arbres, et puis il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux relancer, il y avait de la boue partout. Ça collait beaucoup aux pneus, la boue s'entassait beaucoup dans les transmissions, tout ça, donc des fois c'était pas évident. Après ça a commencé à sécher un petit peu, mais c'est ce qui rend aussi le parcours intéressant. C'est vrai qu'on pensait que ça aurait été un peu plus moins boueux, un peu plus sec.
Mais bon, je pense que tous les concurrents ont apprécié. C'est vrai qu'il y en a qui étaient un peu la tronche, mais ça fait partie du VTT. Le VTT, c'est ça. Il faut s'adapter aussi aux conditions climatiques. Il faut adapter aussi le matériel, donc ça veut dire les sections, la pression des pneus. Mais là, l'essentiel, c'est de s'amuser puis de découvrir l'activité. Et puis, je voulais dire qu'on encourage les filles à venir pratiquer ce sport, le VTT et le cyclisme sur route, parce qu'il n'y en a pas encore suffisamment et on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. C'est un sport très esthétique, hein. On est habillés comme des avions de chasse et puis on reste sexy dans la pratique. En tout cas, on encourage les femmes à venir pédaler avec nous. Chez les élites, Kahiri Endler et Mehdi Gabriarg mènent la course de bout en bout. Les deux coureurs franchissent finalement la ligne d'arrivée main dans la main avec tout de même une légère avance de Kahiri qui lui permet de décrocher la victoire. Mehdi, lui, s'adjuge la deuxième place et Tarouya Kreiner complète le trio gagnant. Franchement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur. Là, c'était vraiment pour le classement, mais voilà, c'était vraiment le but, comme Hervé nous l'a dit avant la course, c'est de faire la bagarre et qu'on finisse vraiment mort. Hier, on a fait une course de route aussi, donc voilà, l'enchaînement des deux courses, c'était bien. On part ce soir en Nouvelle-Zélande pour les Océaniens, donc voilà, je pense qu'on est prêt à partir. Chez les dames, Clémence Dead s'impose haut la main. Elle est suivie de Reinui Sungarnan et Kylie Crawford. Au début, on est partis tout ensemble. On était quelques filles coude à coude. Et au bout du deuxième tour, ça a commencé à accélérer un peu. Il y avait les parties techniques que certaines ne passaient pas, d'autres oui. Et du coup, là, ça a commencé à se détacher petit à petit les unes des autres. Et après, voilà, moi, j'ai continué ma course en essayant de rester concentrée. Voilà, donc une belle course. Cette nuit, une délégation tahitienne s'envolera en Nouvelle-Zélande pour participer aux Océaniens de VTT. L'équipe est composée de 4 coureurs, dont une féminine. Et on prend la mer à présent où 61 équipages en V6 étaient sur la ligne de départ. Le coup d'envoi Oriano a été donné hier sur le plan d'eau de Taoné pour le championnat de Polynésie marathon. Il a réuni les cadets jusqu'aux vétérans pour une course longue de 24 km. Objectif, décrocher son ticket d'entrée pour les championnats du monde qui se tiendront au Brésil. On note Ndieb a suivi la course pour nous. L'absence des grands favoris n'a pas freiné l'enthousiasme des compétiteurs. Dès le départ, les seniors et vétérans ont montré une détermination sans faille en s'élançant vers un parcours qui les a menés de la plage du Taoné, direction le chenal de la Pointe Vénus jusqu'au large du Motu Martin avant de faire demi-tour pour revenir vers le Taoné. Outre le prestigieux titre de champion de Polynésie, l'enjeu principal pour ces équipages était de se qualifier pour les championnats du monde au Brésil. Les deux qui s'étaient qualifiés par rapport au championnat TD, donc c'était OPT et Shell. Bon, je pense qu'ils sont sur leur entraînement de la Polynésie première. Donc nous, on a pris les 3 qualifiés déjà du championnat TD 2024. Ce sont des bonnes équipes. J'ai vu que c'est des équipes qui ont ramé ensemble à peu près 2-3 ans. Donc on voit déjà les résultats, ils sont un bon chrono, une bonne cohésion. Là, ils sont prêts pour se déplacer. Dès la sortie de passe du Taoné, Enviropol, Aruev A et les vétérans 40 ans de Hinaroa se disputent la tête de course, offrant un spectacle palpitant. Dans leur sillage, Rimatarav A et Rurutuhoe. À la Pointe Vénus, Enviropol a pris une petite longueur d'avance. Un écart qu'il a su conserver jusqu'au virage du Motu Martin. Sur le chemin du retour, les équipages ont profité du surf pour récupérer et améliorer leur position. Les vétérans 50 ans de Toatei, en tête dans leur catégorie, semblaient partis pour conserver leur titre de champion de Polynésie. Au final, Enviropol a conforté son avance et a franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 1h42 minutes 46 secondes sans être inquiété. Hinaroa, premier équipage vétéran 40 ans, a pris la deuxième place au scratch à seulement 1 minute 11 secondes d'écart. Rurutuhoe, deuxième des seniors, est arrivé troisième, suivi de près par Rimatarav qui complète le podium des seniors. Une petite victoire, on l'a dit, parce que c'est pas aussi tous les clubs qui étaient présents. On va se resserrer encore les dents, on va rester concentré pour la suite. C'est encore loin l'année. L'objectif, c'est plus le Hawaii qui nuit. Je suis content d'être sur le podium. Merci à tous les cousins.
Les deux seuls équipages féminins ont offert une belle bataille et c'est finalement Team OPT qui a remporté la victoire devant Ihilani qui a pris la deuxième place. Les vétérans sécantons de Toatei ont défendu leur titre avec brio, finissant en première position devant Matahare et CMIT Moanava, respectivement deuxième et troisième. Ça a été dur, hein, première journée, hein, pas tellement assez d'entraînement aussi. Le temps aussi n'était pas vraiment avec nous, hein, il est chaud. Il n'y a pas de... ça a été dur. La prochaine étape du championnat de Polynésie aura lieu le 12 avril avec les sélections V1 marathon. Un seul objectif pour les vainqueurs, décrocher leur billet pour le Brésil cet été. Et on reste en mer, direction la plage de Vaiava à Punaauia, Oriano. Et oui, la première épreuve de natation non libre de la saison a eu lieu hier. Les nageurs ont pu se mesurer sur des parcours allant de 500 mètres à 5 km. Et pas de surprise, Sophie? Oui, pas de surprise, en effet, puisque les pensionnaires du centre de performance ont survolé les débats. On voit cela dans ce résumé de la course. Ils étaient près d'une centaine de nageurs à prendre le départ du 2 km 500 et du 5 km. Très rapidement, le champion de France junior d'eau libre Eno Avial prend les commandes du 5 km. Très à l'aise dans le lagon de Punaauia, le pensionnaire du centre de performance creuse petit à petit l'écart sur ses concurrents. Au début, il faut partir assez vite, mais pas trop pour pas trop se fatiguer. Et ensuite, à partir de 500 mètres, j'ai accéléré pour lâcher le deuxième. Derrière le leader, le peloton est notamment mené par Sosten Vido. Mais le sociétaire du cercle des nageurs de Polynésie ne refera jamais son retard sur son partenaire du CPP. Eno Avial l'emporte en 1 heure et 4 minutes. Franchement, c'était pas mal, il n'y avait pas trop de vagues, pas trop de courant. Après, c'était juste un peu... il y avait un peu trop d'algues sur la longue ligne droite, mais sinon, franchement, c'était pas mal. On n'a pas souvent des compètes comme ça, donc du coup, dès qu'il y en a une, je vais à fond pour bien me préparer. Spécialiste du sprint, Sosten Vido réalise une belle performance sur ce 5 km en prenant la deuxième place. J'ai essayé de le tenir premier tour, mais bon, il va vraiment vite. Du coup, j'ai essayé de m'appliquer, je suis resté avec le groupe derrière. Et sur la fin, là, le dernier tour, j'ai essayé d'accélérer pour arriver deuxième. Et voilà, ça s'est fait, content. Toujours dans la famille Vido, Deoti reste intouchable dans les épreuves d'eau libre. Sans concurrence chez les dames, la jeune espoir a tenté de tenir le rythme des leaders chez les hommes. Ma stratégie de base, c'était de rester avec Enan et Sosten, mais un peu compliqué, ils sont partis très vite. Puis après, je suis restée dans le paquet de kilomètres et puis j'ai essayé de revenir devant et de tenir Sosten et Honoa. Puis après, à la fin, essayer d'aller les chercher, etc. Les spécialistes du swimrun Cédric Van et Thomas Lubin étaient aussi présents. Ce 5 km en eau libre était une belle occasion pour eux de se tester face aux meilleurs nageurs du Fénouan. Pour nous, c'est intéressant de faire des compétitions de natation en eau libre et des distances qui s'apparentent à ce qu'on fait à l'étranger. Et le premier swimrun qu'on aura en France, il y a 12 km de natation. Donc on se doit de pouvoir faire 5 km comme on a fait aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là. Les nageurs retrouveront les bassins dans 2 semaines à Tiperui pour le deuxième meeting 50 mètres de la saison. Et qui sont les champions de cyclisme de demain? Pour le savoir, le Challenge Vendredi Pop a rassemblé vendredi une soixantaine de jeunes coureurs au stade de la Fatawa. Une épreuve, Oriano, ouverte à tous les enfants passionnés de vélo. Objectif, leur transmettre le goût de l'effort et attirer de nouveaux adeptes de la discipline. Thomas Chabrol et Andy Hebb ont assisté à l'événement. 3, 2, 1, partez. Ces jeunes cyclistes enchaînent les tours de piste et les sprints. La Fédération tahitienne de cyclisme s'associe à la Fédération de triathlon pour former et entraîner une fois par semaine les enfants dans cette discipline. La piste est une bonne école pour progresser et viser des objectifs de performance. Mes objectifs ce soir, c'était au moins de dépasser une fille, comme c'est classement fille. Donc voilà, j'ai réussi. J'ai changé mes vitesses, essayé d'accélérer, essayé de tenir un peu, mais voilà. Ces jeunes champions âgés de 6 à 18 ans apprennent des techniques pour gagner des points à chaque coup de pédale, au guidon d'un VTT ou d'un vélo de course plus adapté pour la piste. Le challenge des Vendredis Pop se veut à la fois une épreuve ludique et sportive. 2 courses, une au scratch, l'autre au point avec un classement, sont au programme dans chaque catégorie. Bruce Gobré, le jeune champion du BMX, dévoile tous ses talents, non pas sur les bosses cette fois, mais sur la piste. Le challenge des Vendredis Pop est l'occasion de rouler pour la victoire. En fait, la technique qu'il m'avait donnée, c'est s'il était juste à côté de moi, il veut vraiment me chasser, je le laisse passer. Comme ça, je suis derrière lui, j'ai le temps de récupérer. Et au deuxième tour,
au dernier tour, c'est là que j'en vois. Ce challenge sert aussi d'épreuve pour détecter les meilleurs cyclistes et attirer de nouveaux adeptes vers la piste. La Fédération tahitienne de cyclisme veut préparer la relève et donner un nouvel élan dans cette discipline. C'est beaucoup de la qualité d'endurance et aussi le sprint. On demande aussi à ce qu'ils aient du sprint. Mais surtout à cet âge-là, en fait, faut qu'ils acquièrent de la vélocité, on appelle ça. Il ne faut pas qu'ils travaillent en force. C'est des enfants qui doivent grandir, donc on leur apprend surtout à travailler en vélocité. Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés lors de la dernière manche du challenge des Vendredis Pop, programmée au mois de juillet. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive de nos athlètes à l'international, en bref et en images. Tahiti brille au championnat de France de bras de fer sportif. Ce week-end à Rouen, la team Luya Powerlifting a marqué l'histoire des championnats de France de bras de fer sportif. Avec 250 athlètes en compétition sur 2 jours, disputés en bras gauche et bras droit, parmi les performances exceptionnelles, Heimanupi Ate a brillé en décrochant 2 médailles d'or dans la catégorie Espoir plus 90 kg. De son côté, Eriatara Ratia a également réalisé un doublé d'or en remportant 2 titres nationaux chez les Masters 1 plus 100 kg. Les autres membres de la team Luya Powerlifting se sont aussi distingués. Paiano Mateo a remporté l'argent en bras droit moins 80 kg, tout comme le junior Terei Aveoru en bras droit plus 90 kg. Enfin, 2 Tahitiens résidant en France se sont également illustrés. Keanu Yu a décroché le titre de vice-champion en bras gauche et en bras droit dans la catégorie espoir moins 90 kg, tandis que Kelan Liao est devenu champion de France en espoir moins 70 kg. Ces performances exceptionnelles de la team Luya Powerlifting sont une source d'inspiration pour les féristes du Fénois. Le sans faute continue pour Tautua Dauphin. Hier à Saint-Nazaire, le Polynésien pensionnaire du North Boxing Club a remporté sa 4e victoire chez les professionnels. Opposé à un boxeur chinois très résilient, le Tahitien s'est imposé au point à l'issue des 6 rounds. Vahine Fierro était au Portugal ce week-end pour la 3e étape du Tour mondial de surf. Après avoir passé le premier tour, la Tahitienne a retrouvé aujourd'hui en 8e de finale Joanne Defay. Et comme à Teahupo lors des Jeux Olympiques, la Réunionnaise a pris le meilleur sur la surfeuse de Huahine. Defay l'emporte d'un rien avec un total de 9,37 contre une note de 9 pour Fierro. La Tahitienne enchaînera à partir du 2 avril au Salvador pour la 4e étape du Tour mondial. Et on reste à l'international où le tout jeune Aumana Besser va participer à une course de supercross junior aux États-Unis. Oui, Oriano, le prodige de motocross a réussi à décrocher son ticket d'entrée à cet événement prestigieux, un événement qui demande beaucoup de technique. Oui, mais de détermination de Aumana qui ne fait aucun doute comme nous le montre ce reportage. Aumana Besser, c'est le petit prodige de motocross du moment. Âgé de 8 ans, toujours en quête de vitesse, il est déjà sur les traces des plus grands. Le jeune pilote déterminé s'envole ce soir pour les États-Unis. Il participera à une course de supercross junior. Son rêve devient réalité. C'est la première fois que je fais un supercross. Au début, je voulais juste faire voir un supercross. Mais là, je vais être pilote et je vais rouler. Je vais voir les champions comme Thomas, Roxanne, Anderson. Et j'ai envie de l'amener la coupe. Ramener la coupe à la maison, Aumana Besser en est tout à fait capable. Sélectionné parmi plusieurs centaines de candidatures, le jeune prodige a réussi la première étape. Il faut maintenant travailler dur, car le supercross est une discipline très technique. Pour cela, il peut compter sur son coach, VT Adoum. C'est bien. Après, vous pouvez aller un peu plus vite. Le supercross, c'est vraiment le summum du motocross, on va dire. C'est une discipline à part. Ça se fait dans des stades. Les obstacles sont beaucoup plus gros, beaucoup plus serrés. Donc, c'est super technique. On essaie de travailler les sorties de virages, les virages et les sorties avec peu d'élan sur des appels raides, des sauts le plus raide possible pour qu'ils s'habituent là-bas. Si Aumana excelle à motocross, il s'illustre également sur le sable en beach soccer, mais aussi en jiu-jitsu brésilien. Le jeune garçon s'est d'ailleurs blessé lors d'un entraînement sur les tatamis. Il revient seulement dans la course après plusieurs mois d'absence, mais il peut compter sur sa famille pour le soutenir.
sa guérison totale était prévue pour mars. Et la compète est en mars. Quand du coup on a commencé à reprendre un peu l'entraînement moto il y a 2-3 semaines. Enfin, on a sorti la moto il y a 2-3 semaines, mais les entraînements la semaine dernière. C'est vrai que c'est la chance d'une vie. C'est pas donné à tout le monde, je pense, de recevoir une invitation comme ça. Ça peut être un tremplin pour lui, on ne sait pas aussi qu'est-ce qui peut nous attendre là-bas. Il pourrait se faire repérer, remarquer, je ne sais pas. Après, à lui de faire le job. Nous, on va s'occuper de le faire arriver à Birmingham et après, lui, il fera le reste. Le Supercross Junior est uniquement réservé aux 7-8 ans. Aomana soufflera ses 9 bougies le lendemain de la compétition. On lui souhaite de célébrer son anniversaire avec un trophée à la main. Et on parle à présent de Thierry Primo, Oriano. Oui, Thierry Primo est l'entraîneur du Boxing Club Victoria d'Orléans. Il accueille depuis des années des pugilistes tahitiens dans l'Hexagone. Cette fois, c'est lui qui est de passage en Polynésie. Une visite au Fénois qui a été pour lui l'occasion de se recueillir sur la tombe de Heimata Newfer. Oui, un hommage à celui qui était bien plus qu'un pugiliste prometteur. Oni Moufat a suivi pour nous cette visite chargée d'émotions. Il a marqué les rings et les esprits. Heimata Newfer, jeune boxeur de Raiatea, s'était imposé comme une étoile montante de la discipline avant que la vie ne l'arrache brutalement au sien. Pour Thierry Primo, qui l'a entraîné lors de ses préparations aux grandes compétitions dans l'Hexagone, le souvenir reste intact. C'est avec une vive émotion qu'il se recueille sur sa tombe. Oui, ému parce que, comment dire... Il était vraiment super gentil. Il est la gentillesse, il cherchait de mal à personne. C'était vraiment qu'il avait la joie de vivre, quoi. En dehors du ring, sur le ring, il était d'une complicité, d'une gentillesse. Et par contre, sur le ring, il faisait tout à 100%. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à venir me recueillir sur sa tombe pour lui dire un petit bonjour. Je pense que de là-haut qui nous regarde, il doit être content que je doive venir chez son papa. À la salle de Uturua, là où tout a commencé pour le jeune prodige, Thierry Primo ressent l'énergie qui animait Heimata. Voilà, bien, voilà. Dans un peu plus d'un mois, le 26 avril, se tiendra le mémorial Heimata Newfer, l'occasion pour Thierry de partager son savoir-faire. D'habitude, ce savoir-faire, il le partage à Orléans avec les boxeurs tahitiens qui veulent notamment intégrer l'Institut national du sport. Il s'occupe beaucoup, mais en ce moment, il préoccupe beaucoup les Tahitiens en ce moment en France. Il y a plein de Tahitiens qui vont avec lui. Et nous, il s'occupe bien. Et c'est une bonne chose pour nous, pour la Polynésie. Hein. On a une très grande ouverture maintenant pour aller en France. Et pour moi, maintenant, il faut essayer un peu de trouver une solution, une caisse pour ces jeunes pour partir. Non seulement on parle de caisse au niveau, mais on n'a pas suivi après. Et je demande aux politiques de nous aider cette partie. Au-delà de la performance, Heimata laisse un héritage précieux, celui d'un sportif acharné, humble et déterminé. Son souvenir perdure à travers ceux qui l'ont connu et inspire les nouvelles générations. Et comme chaque dimanche, place maintenant à l'agenda des événements sportifs à venir. Et ça commence ce mercredi 19 mars, l'incontournable course de vase scolaire avec la presqu'îlienne, départ à 9h pour un parcours entre Tarawa et Veirao. Et il y aura également une soirée boxe thaïlandaise ce samedi 22 mars à Fatawa. La Midnight Muay Thai est organisée par le club Dragon Spirit. Et enfin, les passionnés de sport en plein air se retrouveront le lendemain, le dimanche 23 mars, à la presqu'île pour le triathlon de Totira. Voilà pour votre agenda sportif de la semaine. Oriano, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. C'est la fin de ce journal. Juste après, retrouvez l'émission Bien dans son Faré consacrée au Salon de l'Habitat, suivi du film de ce dimanche, Charlie et ses drôles de dames. Enfin, l'émission Capitale s'intéresse ce soir à l'argent dans le couple. Demain, je vous retrouve à cette même place à 18h30 pour votre journal. Et comme le veut la tradition, on se quitte sur les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Très bonne soirée à tous.